sur le plan international aujourd'hui, comment entrevoir justement ces relations de coopération, parlant justement de cette Syrie qui, une fois de plus, sera lorgnée par ces grandes puissances aujourd'hui. Comment, par exemple, comment vont évoluer les bases militaires russes déployées de ce côté, les relations avec l'Iran, entre autres, avec les États-Unis qui sont jamais très loin, qui sont toujours à côté. Mais il faut remarquer que les États-Unis étaient toujours, même quand Bachar el-Assad était au pouvoir, il y a une partie de la Syrie, d'ailleurs très riche en pétrole, qui était contrôlée par l'armée américaine. Les gens ne le savent pas assez. L'autre côté qui était aussi contrôlé par les Turcs, avec leurs affidés. Donc, cette partition de la Syrie est en marche. Mais ce que je redoute de plus, c'est ceux qui seront passés par le feu de l'épée. Il y aura des morts, des dizaines, voire des centaines de morts en Syrie. Ça va être des règlements de compte. D'aucuns décrivent un scénario à la libyenne, entre autres, quand ils regardent la chute de Muammar Kadhafi. Il y aura beaucoup de morts. C'est vrai que... Est-ce qu'on peut faire une comparaison, patient parfait d'homme? Non. Mais du point de vue du mode opératoire et des résultats, il y a une comparaison qu'on peut faire. Mais du point de vue de la violence, on n'a pas encore atteint le même niveau de violence que ce qui s'est passé en Libye. Mais dans les jours qui vont venir, quand les feux des projecteurs vont quitter l'espace syrien, c'est à ce moment que, à mon sens, une véritable guerre entre les communautés, entre ceux qui veulent imposer un nouvel ordre religieux, il y aura beaucoup de morts en Syrie, et là, ça va être la responsabilité de la communauté internationale, exactement comme on est en train de massacrer aujourd'hui à Gazaoui. Il y a beaucoup de gens qui seront massacrés au niveau de la Syrie parce qu'ils ne répondent pas à une certaine exigence des autorités, des nouvelles autorités syriennes. Et ça, c'est encore une fois de plus la responsabilité et des États-Unis et d'Israël qui a toujours cette phobie, cette illusion d'avoir un autre espace plus grand que ce qu'il a aujourd'hui, mais surtout de cette Turquie. Donc je continue de dire que le tout n'était pas de dire je vais rencontrer M. Assad pour qu'on puisse négocier et qu'on mette de l'eau dans notre vin de manière respective. Mais pourquoi la Turquie ne veut pas du tout entamer des négociations franches et sincères avec les Kurdes, par exemple? Il y a aussi les Yézidis dans cette zone-là qui ont aussi beaucoup combattu d'ailleurs les rebelles de Daesh. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc il y a beaucoup d'incertitudes concernant surtout les populations de ces régions qui seront jetées comme ça en pâture perpète au profit par les Américains qui sont les grands maîtres de jeu de tout ce que nous voyons là et qui malheureusement vont être les perdants de cette nouvelle reconfiguration géopolitique sur le plan international. Et c'est ça qui me fend un peu le cœur. Donc je dis aux Africains, attention. Voilà. Attention, je sonne une fois de plus par là. L'Afrique ne doit pas penser comme là, je prends un petit bout de ce qui vient de dire Bouba, que comme nous avons des alliés comme la Russie, la Chine, etc., et que bon, ça suffit, ils vont régler les problèmes à notre place. Personne ne viendra faire notre bonheur, n'est-ce pas, à notre place, donc contre notre propre consentement. L'Afrique doit réfléchir, nos intellectuels, nos jeunes, surtout, là j'ai été émerveillé par le retour historique de Mme Linda. Il y a beaucoup de jeunes là maintenant qui sont en train de célébrer dans vos écrans. Mais comme ils ne connaissent pas l'histoire, comme ils ne sont pas au fait des enjeux géopolitiques de leur propre région, ils pensent qu'ils sont libérés. Mais il y a des lendemains qui déchantent, qui vont arriver à grands pas. Et là, ils vont bien constater qu'entre le monde qu'on leur a vendu et celui dans lequel ils ont vécu plus ou moins relativement paisiblement, il y a vraiment un fossé. Donc, à la jeunesse africaine, ne continuez pas seulement à envahir les bars. Ne continuez pas seulement à être devant les écrans des influenceurs, des influenceuses pour tourner les reins à longueur de journée. Le monde est violent. Le monde est méchant. J'ai bien peur que dans un avenir proche, si cette tendance-là s'accentue, parce que ça bouge un peu, nous serons le gâteau sur la table que les puissants seront amenés à, n'est-ce pas, à se partager le moment venu et avec les conséquences que nous connaissons, c'est-à-dire ce maintien presque quasi définitif de l'Afrique, surtout de sa jeunesse de demain, dans la position d'éternel esclave de l'humanité. C'est ça une raison pour laquelle nous, les panafricains, nous nous battons, ceux qui sont de toute façon sincères, pour que notre jeunesse se réveille et prenne
leur responsabilité de telle manière que les décennies à venir ne soient pas des décennies où il n'y a pas de vision, de visibilité, mais aussi surtout de projet pour que nous aussi en Afrique, nous puissions émerger comme une hyperpuissance. La politique de Bantoustan, une fois de plus, vous avez vu la Syrie, je parle du monde arabe comme le monde africain, on a vu la vacuité de cette affaire-là où je vois au Gabon, chacun président, il y a un président au Gabon, au Congo, je ne sais pas, même en Guinée équatoriale, on en parle souvent sur le plateau parce qu'ils sont riches, ça ne veut rien dire. Quand les enjeux arrivent à un certain niveau, tout ça est balayé d'un revers de main et puis ce régime-là tombe avec grand fracas. Merci, Patient Parfendom. Et c'est les populations, une fois de plus, qui vont, comment dire ça, qui iront à la casse. Et c'est ça qui est dommage pour l'humanité et l'humain que je suis. Voilà. Merci.